Bonsoir à toutes et tous et merci d'être très nombreux ce soir pour notre webconférence. Je suis Bernard Bardalou, administrateur de l'association et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette conférence. Tout d'abord, nous allons voir le programme qui va s'afficher à l'écran. Donc, je vais vous laisser le découvrir et je vais juste vous dire un mot sur le sujet central de cette soirée qui va être l'inflation. Elle s'invite effectivement l'inflation dans nos discussions quotidiennes et impacte nos vies. Alors, nous avons souhaité ce soir inviter Monsieur Laurent Mauriac, qui est à l'écran. Il est expert en simplification de l'information pour nous aider à répondre à une double question. Faut-il avoir peur de l'inflation et est-ce forcément mauvais pour l'économie ? Alors, nous avons le plaisir de l'accueillir. Je tiens à le remercier sincèrement pour sa présence ce soir et je vous en dirai un peu plus sur son parcours et sur lui dans quelques instants. En effet, je vais prendre quelques minutes, on va dire 10 minutes, pour vous parler brièvement de l'ANCRE, de nos missions, de nos services et de notre engagement sociétal. Alors, regardons tout de suite l'ANCRE en quelques chiffres. Je ne vais pas vous abreuver, ils sont simples. D'une part, la date de création, nous avons été créés en 1983. Nous sommes une association à but non lucratif, indépendante et qui est régie par le Code des assurances. Nous avons 40 ans d'existence et depuis l'origine, nous traitons exclusivement nos contrats avec notre partenaire assureur Allianz, qui est le leader européen. À ce jour, vous le voyez, nous avons souscrit 15 contrats qui sont en cours de commercialisation. Il y en avait 75 qui ont été souscrits depuis l'origine, mais aujourd'hui, nous en avons 15 en cours de commercialisation. Et je fais un petit retour en arrière sur le nombre d'adhérents à fin 2023. Vous voyez qu'il y en a 615 000 et régulièrement, tous les mois, nous en comptons 7 à 8 000 de plus, ce qui est vraiment une très belle performance. Au global, pour terminer sur ces chiffres, je vais vous montrer les deux chiffres importants à retenir. Nous avons 25 milliards d'euros d'encours pour l'épargne et la retraite. Ce sont des chiffres non négligeables. Et bien entendu, pour les capitaux assurés, en matière de prévoyance, nous assurons pour 24,5 milliards d'euros. Ceci nous amène au premier plan des associations en France. Alors maintenant, on va se concentrer sur le rôle et les missions de l'association. L'ANCRE est une association souscriptrice de contrats collectifs. Notre rôle, c'est de souscrire des contrats d'épargne, de retraite et de prévoyance auprès de notre partenaire assureur. Nous co-construisons les contrats avec Allianz en définissant leurs caractéristiques techniques et financières, et puis nous finalisons également les documents contractuels. Ensuite, une fois que le contrat est souscrit, ils vous sont proposés où il vous est proposé par les agents et les conseillers d'Allianz. Ainsi, en devenant client d'Allianz, vous devenez adhérent de l'association ANCRE. Mais l'ANCRE ne se limite pas à la souscription uniquement. Elle travaille, et c'est très important, régulièrement avec l'assureur pour adapter les contrats aux évolutions économiques, financières et réglementaires. Ces évolutions doivent être validées par le conseil d'administration. Si elles sont majeures, elles sont soumises également au vote de l'Assemblée générale. Alors maintenant, je voudrais juste vous présenter en fait un schéma qui me paraît intéressant pour que vous puissiez voir la différence entre un contrat d'assurance vie individuel ou un contrat d'assurance vie collectif associatif. Alors, à gauche, vous voyez apparaître les contrats individuels, ce qui veut dire que l'assureur conçoit et distribue et modifie les contrats sans consultation des clients. Dans ce cas, qui n'est pas le vôtre, bien entendu, le client est seul face à l'assureur dans une situation que je vais dire de face-à-face solitaire. À droite de l'écran, vous voyez la différence avec les contrats collectifs associatifs. Pour être synthétique sur ce schéma, l'association co-construit les contrats avec l'assureur et les souscrit. L'assureur distribue les contrats auprès des clients et le client adhère à l'association. Les évolutions sont discutées, validées par le conseil d'administration ou votées par l'Assemblée générale et l'association veille à la clarté de l'information et agit comme un tiers de confiance qui vous offre une protection supplémentaire. Dans ce cas qui est le vôtre, avec l'ANCRE, vous rejoignez une équipe solide qui défend et protège vos intérêts collectifs
et vous n'êtes plus seul face à l'encre. Alors, en synthèse maintenant, pour avancer, l'encre vous protège, vous bénéficiez d'une garde rapprochée qui veille en permanence au maintien de la qualité de vos contrats dans la durée. Sa gouvernance repose sur un conseil d'administration de 17 membres, dont 8 composent le bureau de l'association. Ce sont des experts du secteur financier ou très proches, par exemple des métiers comme les experts comptables, nous en avons 2 dans le conseil, contrôleurs d'assurance ou avocats spécialisés. Ces experts établissent des relations exigeantes avec le groupe Allianz lors de réunions où sont discutés les enjeux stratégiques et opérationnels. En plus, chaque adhérent, et c'est très important, a voix au chapitre. Il participe à l'Assemblée générale, comme je vous l'ai indiqué un peu en amont, pour nommer les administrateurs ou voter les résolutions qui sont majeures. Enfin, c'est le dernier point, l'encre pour vous protéger est impliquée activement dans les travaux de la FEDER. La FEDER, c'est la Fédération des associations de défense des épargnants pour la retraite. C'est une fédération qui regroupe une douzaine d'associations, dont l'encre, et nous agissons auprès des pouvoirs publics avec l'aide de la FEDER pour améliorer les lois et les réglementations qui touchent à l'épargne et à la retraite. Une fois qu'on a vu nos missions et rôles principaux, je voudrais vous parler quelques instants de notre volonté de vous accompagner en tant qu'adhérent de manière plus large et notamment dans 4 domaines principaux. Le premier, c'est celui de l'information. Nous publions régulièrement des informations pertinentes sur des sujets variés. Vous pouvez les retrouver, ces informations, dans notre magazine qui paraît tous les 3 fois par an, tous les quadrimestres, j'allais dire, donc 3 fois par an, effectivement, dans nos newsletters qui sont quasi mensuels, et puis également dans notre site internet où je vous invite à accéder le plus souvent possible, c'est encrevie.com. Ensuite, nous avons aussi la volonté de vous accompagner en échangeant avec vous les adhérents, à distance comme aujourd'hui, mais également dans le cadre de nos rencontres régionales qui permettent, dans ce cadre-là, un échange direct avec les adhérents. Et bien sûr, nous serons très heureux si vous pouvez vous déplacer lorsque nous venons dans les villes où vous habitez en 2025. Nous en avons fait 6 en 2024. Maintenant, le troisième point d'accompagnement, c'est celui des services. En étant adhérent, cela vous permet de bénéficier d'un bouquet de services qui est souscrit pour vous par l'encre. Je vais juste ce soir vous parler de 2 services qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est celui qui concerne une protection juridique. En fait, cette protection juridique est souscrite pour vous, en tant qu'adhérent de l'encre, vous permet, par exemple, d'intervenir si vous étiez victime d'une usurpation d'identité ou en cas de litige avec une administration. Ce qui vous permet aussi de bénéficier, avec la protection juridique, d'un service d'information juridique par téléphone. Ce n'est pas négligeable. Deuxième service sur lequel je voulais mettre l'accent ce soir, c'est notre partenaire Santé Claire. Vous pouvez géolocaliser avec Santé Claire des praticiens qui permettent de vous aider à géolocaliser les meilleurs praticiens possibles, mais également vous pouvez préparer une hospitalisation ou encore solliciter un deuxième avis médical qui sera délivré par des spécialistes reconnus, bien entendu, en cas de pathologie sérieuse. Et puis le quatrième point dans lequel nous voulons vous accompagner, ce sont les plus associatifs. Cela se traduit par des tarifs préférentiels que la communauté de l'encre a négociés auprès de partenaires d'agrément. Ces partenaires d'agrément se trouvent dans les domaines du tourisme, de la gastronomie ou du loisir au sens large. Pour les retrouver, il vous suffit d'aller sur notre site encrevie.com. Encore une fois, je vous le redis ce soir, c'est intéressant pour les retrouver et puis pour pouvoir les visualiser. Ensuite, je vais terminer mon propos par quelques mots sur notre engagement sociétal. Nous avons évidemment une action pour vous, les adhérents, mais nous agissons aussi dans notre rôle vis-à-vis de la société en tant qu'association importante. Nous avons 4 axes d'action. Le premier, c'est celui qui concerne l'environnement. En fait, nous visons à maîtriser notre empreinte carbone par un large mouvement de dématérialisation de nos communications, tout en permettant aux adhérents qui le préfèrent de conserver des communications sous format papier. Le deuxième axe, qui est celui de la recherche médicale,
c'est celui qui permet en fait à l'association Ancre de soutenir la recherche médicale, et cela est en lien direct avec notre action sur les contrats de prévoyance. Ainsi, vous voyez, en matière de prévention, nous soutenons depuis plus de 10 ans la fondation Cœur et Artères, et plus récemment, depuis 2010, nous soutenons l'Institut des maladies du rythme cardiaque, le LYRIC, qui est basé à Bordeaux. Les deux travaillent sur l'amélioration des problématiques du rythme cardiaque, travaillent sur les pathologies qu'elles pourraient entraîner pour les réduire, sachant que ce n'est pas une information agréable à préciser, mais que les problématiques cardiaques représentent quand même la deuxième cause de décès en France. Et c'est également 50 000 cas de mort subite chaque année, jeunes, anciens. Donc c'est quand même important que nous ayons cette volonté, vous voyez, de soutenir la recherche, notamment dans la cardiologie. Troisième axe, c'est celui de la solidarité. Cela consiste à la création d'un fonds de dotation qui s'appelle Ancre Solidarité. Nous l'avons créé en 2021 et cela nous permet d'aider de manière concrète, c'est-à-dire matérielle, financière, des personnes qui se trouveraient en situation de grande détresse et qui auraient un problème grave de santé, par exemple. Donc, ce fonds est intéressant. Il peut servir bien sûr pour les adhérents, mais également pour des non-adhérents si besoin. Le quatrième axe, pour terminer, c'est celui de l'insertion des personnes handicapées. En soutenant l'association des Extraordinaires, qui fédère plusieurs dizaines de restaurants inclusifs en France, eh bien, nous soutenons cette action vers les personnes handicapées. Ici se termine ma présentation de l'Ancre. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais maintenant, sans transition, vous présenter, comme promis, notre conférencier, monsieur Laurent Mauriac. Alors, Laurent, après des études à Sciences Po et à Dauphine, vous avez débuté comme journaliste à Libération. Vous devenez chef du secteur économique, puis en 2014, vous avez lancé Brief Me, qui est une newsletter quotidienne qui offre un résumé synthétique de l'actualité, ce qui n'existait pas, donc c'est vraiment sympa et super. Puis en 2018, vous avez lancé Brief Eco, dédié spécialement à l'actualité économique. Et enfin, vous lancez maintenant Brief Science en 2022, qui est centré sur les avancées scientifiques. Donc Laurent, vous voyez, est réputé pour sa connaissance large de l'information, et notamment celle qui concerne les sujets économiques. Et il va donc ce soir nous parler du sujet brûlant de l'inflation, tenter de répondre à la question, aux questions, l'inflation est-elle forcément mauvaise pour l'économie? L'inflation, faut-il en avoir peur? Juste avant son intervention, Laurent, je vais préciser un point pour nos adhérents qui est important. Chacun de vous, vous disposez d'un onglet questions pour poser des questions, évidemment, à Laurent ou à moi-même si besoin. Et Laurent et moi-même, nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin. Pendant l'intervention de Laurent, je poserai sûrement deux ou trois questions et je vais tout de suite laisser la parole à Laurent. Maintenant, c'est à vous, Laurent. Merci beaucoup Bernard, merci de m'accueillir pour cette intervention. Donc effectivement, on va voir s'il faut avoir peur de l'inflation, si c'est forcément une mauvaise chose pour l'économie. Alors si on regarde la slide suivante, on a pu mesurer l'importance de l'inflation lors de l'élection présidentielle aux États-Unis. C'était l'une des raisons, sinon la raison majeure du vote pour Donald Trump. Et donc dans la slide suivante, on peut voir un exemple de sondage de sortie des urnes. Et en fait, on voit à travers ce sondage, mais il y en a eu beaucoup d'autres, que c'était le sujet donné en tête des raisons pour ne pas voter en faveur de Kamala Harris. Alors, encore la slide suivante. Pourtant, l'inflation a reculé ces derniers mois aux États-Unis pour retrouver un niveau habituel. Et donc, une question qu'on peut aussi se poser, c'est celle du décalage entre l'inflation réelle et l'inflation perçue. On va aussi se demander quelles sont les causes de l'inflation. Est-ce que c'est toujours une mauvaise chose pour l'économie? Comment la combattre de façon efficace? Donc voilà les questions qu'on va examiner. Alors pour commencer avec la slide suivante, première question qui se pose, tout simplement, c'est comment on mesure l'inflation. Alors en France, elle est mesurée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, chaque mois au moyen d'un indicateur qui est l'indice des prix à la consommation. Alors comment ça fonctionne?
l'INSEE tient à jour un panier moyen de consommation, à la fois de biens comme les vêtements, l'alimentation, et de services. Alors, ça va de la coupe chez le coiffeur à l'abonnement à un opérateur de téléphonie mobile. Il y a 4400 variétés de produits qui sont analysés. Et l'INSEE attribue à chaque produit une pondération qui dépend de deux choses, le niveau de prix et la fréquence d'achat. Par exemple, la voiture a un poids de 3,6% dans le panier moyen de consommation. Et en fait, le carburant, l'essence, a la même pondération. Et donc là, c'est deux mécanismes complètement différents qui sont à l'œuvre. La voiture, c'est un achat ponctuel, mais de valeur importante. Le carburant, c'est un achat fréquent, mais de moindre valeur. Mais par le jeu des pondérations, le poids dans le panier est le même. Alors, pour vous donner une idée, le produit alimentaire pèse pour 16% dans le panier moyen. Tout ce qui a trait au logement, c'est-à-dire y compris l'eau ou l'électricité pour 15%, les transports pour 13%, et peut-être de façon plus surprenante, les boissons alcoolisées et le tabac pour 4%. Le panier est mis à jour chaque année en fonction des habitudes de consommation. Il y a des produits qui rentrent, d'autres qui sortent. Donc, par exemple, la cassette vidéo est sortie en 2006 et depuis, les abonnements aux services de streaming l'ont remplacé. Alors, quelques petits points intéressants à noter qui ne sont pas forcément évidents. L'indice des prix est mesuré à caractéristiques comparables et à qualité constante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'un produit, sans que son prix bouge, peut voir son indice augmenter ou baisser. C'est parce qu'on va intégrer la prise en compte de la qualité dans l'indice des prix. Donc, si on prend l'exemple d'un téléphone qui est plus performant que le modèle vendu l'année précédente au même prix, le prix, donc, il est stable, mais l'indice des prix, il va baisser parce qu'on va considérer que l'amélioration de sa qualité équivaut à une baisse de son prix. Et à l'inverse, si on prend un yaourt qui coûte aussi le même prix d'une année sur l'autre, mais dont le poids diminue, ça va se traduire par une hausse de son indice parce que on en aura moins pour son argent. Et vous avez peut-être entendu parler du terme de réducflation ou de shrinkflation. C'est le fait de diminuer les quantités sans diminuer le prix. Et donc, l'indice des prix le prend en compte. Alors, si on regarde la slide suivante, vous allez voir la courbe de l'indice des prix à la consommation. Et on a assisté, effectivement, depuis en 2022, à une très, très forte hausse de l'indice des prix à la consommation, après 3 décennies de hausse modérée des prix. Et sur ce graphique, vous voyez aussi deux autres termes. Donc, c'est des courbes qui sont quasiment superposées, mais c'est des petites différences. Il y a l'indice des prix à la consommation harmonisé. Alors, c'est un indicateur qui est aussi utilisé au niveau de l'Union européenne, au niveau européen, qui permet en fait de faire des comparaisons entre les pays. Les différences sont assez faibles avec l'indice des prix à la consommation. C'est principalement la prise en compte des soins après remboursement de la sécurité sociale pour l'IPCH, alors qu'ils sont pris en compte avant remboursement pour l'IBC. Et alors, il y a un autre indicateur qui est aussi beaucoup utilisé par les économistes, c'est l'inflation sous-jacente. Alors, c'est un indicateur, en fait, qui cherche à donner une tendance de fond. Et pour ce faire, il écarte des produits qui sont soumis à des variations de prix importantes. Donc, il va aussi exclure les prix soumis à l'intervention de l'État, comme les prix de l'électricité ou du tabac. Et il va exclure des produits qui connaissent des variations fréquentes de prix, comme certains produits alimentaires ou comme des produits énergétiques qui sont tributaires des marchés mondiaux. Alors, si on regarde la slide suivante, donc pour revenir à ce que je disais au début par rapport à l'élection aux États-Unis, à l'élection présidentielle aux États-Unis, d'où peuvent venir les écarts de perception. Il peut y avoir des ressentis d'inflation qui ne suivent pas forcément l'indice des prix à la consommation. Alors, l'INSEE s'est aussi posé cette question et avance plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, nous dit l'INSEE, l'indice des prix à la consommation se réfère à un panier de consommation moyen, alors que les consommateurs retiennent leur propre structure de consommation. Et ensuite, il y a des biais de perception. On accorde plus d'importance aux prix qui augmentent qu'aux prix qui baissent. On fait aussi plus attention aux produits qu'on achète souvent. Donc, on peut prendre un exemple, celui de l'électroménager. On achète moins souvent des produits électroménagers que des produits alimentaires. Or, l'électroménager fait aussi partie de l'indice des prix à la consommation. Et si ces prix
augmente moins vite, on ressentira pas les choses de la même manière. S'ajoute aussi l'effet qualité dont je parlais avant, c'est-à-dire que si les produits qu'on achète ont plus de fonctionnalités qu'avant, il n'y aura pas forcément d'inflation qui sera prise en compte dans l'indice, même si leur prix augmente. Et donc, cet effet qualité peut aussi altérer la perception qu'on a de l'inflation. Alors, une autre raison, c'est l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre l'inflation et le coût de la vie. Et en fait, on le voit avec la part croissante de ce qu'on appelle les dépenses préengagées dans le budget des ménages. Alors, qu'est-ce que c'est que les dépenses préengagées? C'est tout ce qui est prélevé directement sur le compte en banque, le loyer, la cantine des enfants, le téléphone, etc. Ce qui réduit notre budget restant. Et comme il reste moins d'argent et qu'on peut acheter moins de choses, ça peut créer un sentiment d'inflation alors que c'est pas le cas. Et on peut ajouter une dernière raison qui est ce qu'on appelle l'effet de base. L'inflation est mesurée sur les 12 derniers mois en glissement annuel. Et donc, par exemple, aujourd'hui, l'INSEE donne un taux d'inflation de 1,2%. Ça signifie que les prix ont augmenté de 1,2% au cours des 12 derniers mois. Et donc, cette augmentation, ce taux d'augmentation, il dépend du point de départ. Or, en octobre, donc en octobre 2023, qui est le point de départ pour l'indice des prix actuel, les prix avaient déjà beaucoup augmenté. Donc, ça peut aussi créer une perception différente. Et c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, où on voit le taux d'inflation qui a fortement baissé ces derniers mois, mais en partant d'un niveau déjà beaucoup plus élevé, ce qui induit une perception différente probablement chez les électeurs. Merci Laurent. Juste, je me permets de vous poser une question maintenant là, sur l'ensemble de ces écarts de perception, justement. Vous avez donc bien expliqué les choses. Moi, j'ai juste une question concernant les écarts de perception. Est-ce qu'il y aurait un facteur qui serait dépendant peut-être des médias ou des réseaux sociaux qui pourrait amplifier ces écarts de perception? C'est une question qui me traverse l'esprit là maintenant. D'accord. Alors oui, je pense qu'effectivement, ça peut faire partie des biais de perception. Alors peut-être qu'il faut distinguer entre les médias. Il y a sans doute des médias qui sont davantage tournés vers le sensationnalisme et qui peuvent avoir tendance à mettre en avant des hauts spectaculaires ou des situations particulières, des témoignages isolés. Et ils vont peut-être aussi avoir tendance à employer des expressions un peu frappantes, comme on entend souvent dans les médias parler de valse des étiquettes, de flambée des prix, d'inflation galopante. Donc effectivement, tout ça, c'est des termes qui visent à frapper un peu les esprits. Il y a aussi l'utilisation des prévisions qui peut jouer un rôle, parce que les prévisions alarmistes sont aussi monnaie courante, et on sait que la prévision en économie est quelque chose d'extrêmement fragile. Et tout ce que vous dites est d'autant plus vrai sur les réseaux sociaux, qui fonctionnent avec des algorithmes qui favorisent les réactions émotionnelles et la polémique. Alors, cependant, je voudrais juste nuancer un peu. Comme éditeur de presse, en fait, tous les médias fonctionnent pas avec ces ressorts. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que c'est souvent le cas des médias qui fonctionnent sur la gratuité, c'est-à-dire dont le but va être de avoir le plus de publicité possible et donc d'avoir le plus d'audience possible, en fait. Les médias qui sont sur abonnement vont construire une relation un petit peu différente et donc vont peut-être être un petit peu moins tributaires de cette critique. Et il y a effectivement une responsabilité des médias qui est très, très importante, des journalistes, des bonnes pratiques à observer, remettre en contexte les chiffres, être précis dans les formulations, bien expliquer les mécanismes économiques. Et pour notre part, c'est ce qu'on essaye de faire à Briefeco. Merci Laurent. Alors, si on regarde la slide suivante, on va maintenant en venir aux causes de l'inflation. Donc, comme souvent, les économistes divergent. Alors, il y a une explication qui est assez connue, c'est celle du courant monétariste de Milton Friedman, qui résume l'inflation à un excès de la masse monétaire. Et donc, voilà ce que Milton Friedman écrivait en 1970. Donc, je cite, « L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire en ce sens qu'elle est et qu'elle ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. » Alors, c'est ce qui semble aujourd'hui faire consensus, c'est qu'il n'y a pas une cause unique de l'inflation, mais un ensemble de causes possibles. Et la première, celle qu'on cite le plus souvent, c'est un excès de demande par rapport à l'offre ou par rapport aux capacités de production. Et donc, c'est en partie ce qui s'est passé au sortir du confinement de 2020. La consommation a fortement repris dans plusieurs secteurs. Ça a créé des goulots d'étranglement. Et dans ce genre de situation, quand les entreprises ne peuvent pas faire face à la demande, une augmentation du prix leur permet d'ajuster la demande à leur capacité de production.
Alors, l'excès de demande peut provenir d'un excès de masse monétaire par rapport aux besoins de l'économie. S'il y a trop de monnaie qui est créée, par exemple via le crédit, ça peut provoquer un déséquilibre entre la demande et l'offre, et donc ça peut entraîner une augmentation des prix, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, dans les années 2010, la BCE a eu une politique d'assouplissement quantitatif qui a alimenté les banques en liquidité. Donc, il y a eu il y a eu beaucoup de masse monétaire créée dans l'économie et ça n'a pas entraîné pour autant d'inflation. Alors, un autre facteur qu'on peut regarder, c'est les coûts des entreprises. Et là aussi, ça a joué un rôle très important dans l'inflation qu'on a connue ces dernières années. Alors, il peut s'agir du renchérissement des matières premières. Alors, ça a été notamment le cas aussi des chocs pétroliers dans les années 1970, qui ont entraîné une très, très forte inflation avec l'augmentation du prix du pétrole. Et donc, la guerre en Ukraine, plus récemment, a eu un effet direct sur le prix des céréales, sur le prix du pétrole, sur celui du gaz. Et ça a aussi contribué à nourrir l'inflation ces dernières années. D'autant qu'avec la reprise économique qui a suivi la pandémie, la demande en énergie et en matières premières fortement augmenté. Autre facteur possible, la dépréciation de la monnaie, qui a pour effet de renchérir les importations. Donc, quand le cours de la monnaie baisse, le prix des matières premières importées, le coût des biens importés coûte plus cher. Et donc, ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'inflation importée. Une question qu'on se pose aujourd'hui beaucoup, c'est l'augmentation des droits de douane, puisque ça fait partie c'est l'axe principal du programme économique de Donald Trump. Et donc, beaucoup d'économistes se demandent si ça va pas avoir un effet inflationniste parce que ça va renchérir les coûts pour les entreprises et donc avec un fort risque qu'elles répercutent ces droits de douane sur leur prix de vente. Et ce qu'on peut aussi mentionner, c'est qu'une fois que l'inflation est mise en place, souvent il y a un mouvement, ce qu'on appelle une boucle prix-salaire qui se met en place. C'est-à-dire que l'augmentation des prix suscite des revendications salariales. Les entreprises augmentent les salaires, mais en augmentant les salaires, elles renchérissent leurs coûts. Et donc, voilà, on a un cercle vicieux qui se met en place de cette sorte. Laurent, c'est excellent là, ce que vous l'expliquez, on comprend, je pense très bien tous les facteurs, il y en a beaucoup. Il y en a un qui me paraît, je dirais, que vous n'avez pas forcément mentionné, qui moi me paraît peut-être inflationniste. Je vous pose la question, est-ce que la transition écologique serait un facteur durable d'augmentation des prix selon vous? Oui, alors elle peut sans doute avoir des effets inflationnistes parce qu'elle peut contribuer. Elle est susceptible d'augmenter les coûts des entreprises. Par exemple, le fait de passer à des énergies renouvelables, d'adopter des processus de production moins polluants, d'avoir des normes environnementales plus contraignantes à respecter. Voilà, ça peut conduire à une augmentation des coûts pour les entreprises. Il peut aussi y avoir des tensions sur les matières premières, sur des matières premières critiques pour les énergies renouvelables, qui peuvent aussi avoir le même effet. Maintenant, ça va aussi en grande partie dépendre de la façon dont la transition écologique évolue, la façon dont elle va être conduite aussi au niveau politique. La Banque de France a publié une étude en 2023, elle passe en revue plusieurs scénarios et donc voilà, en fonction de est-ce qu'il y aura une taxe carbone ou pas, est-ce que les investissements vont être plutôt pris en charge par l'État ou par les entreprises, ça peut donner lieu à des résultats très, très différents sur l'inflation. Et puis, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans un deuxième temps, on va sans doute gagner aussi beaucoup en efficacité. Et donc, les investissements, une fois qu'ils seront rentabilisés, ça pourra conduire à une baisse des coûts ou à des économies d'énergie et donc plutôt à une tendance vers la désinflation. Ok, merci. Alors, si on regarde la slide suivante, en fait, on va essayer de voir un petit peu qui sont les gagnants et les perdants dans des situations d'inflation. Alors, en fait, la première manifestation pour les consommateurs, c'est une perte de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, 1 euro aujourd'hui me donne moins de possibilités que 1 euro hier parce que les prix ont augmenté. Et donc, ceux qui sont impactés en premier lieu, c'est les salariés, les retraités qui voient leur pouvoir d'achat baisser. Si tant est que leur rémunération augmente moins vite que l'inflation. Alors, une deuxième catégorie qui est touchée, ce sont les épargnants, puisque eux aussi voient la valeur réelle de leur épargne diminuer. Et là, tout dépend en fait du taux de rémunération de l'épargne. Et ça, c'est en fait ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel.
c'est-à-dire le taux d'intérêt qui est corrigé de l'inflation. Donc, si on prend comme exemple le possesseur d'un livret A en 2022, il avait un taux de rémunération qui est passé de 1% à 2% en 2022, quand l'inflation augmentait très très fortement. Et donc, 100% d'épargne qu'il avait au début de l'année sont devenus 100 euros d'épargne qu'il avait au début de l'année sont devenus 102 euros à la fin de l'année. Mais dans le même temps, ce qu'il pouvait acheter avec 100 euros au début de l'année, il a besoin de 106 euros à la fin de l'année pour l'acheter. Donc, il a perdu 4 euros de pouvoir d'achat. Donc voilà, ça c'est une illustration de l'impact que ça peut avoir sur les épargnants. Les entreprises aussi peuvent être pénalisées, particulièrement les entreprises exportatrices, parce que leurs produits vont être vendus plus cher sur les marchés étrangers. Et donc, l'inflation peut avoir comme effet d'abaisser la compétitivité des entreprises, ce qu'on appelle la compétitivité prix. Mais ce mécanisme de perte de valeur de la monnaie peut au contraire être profitable à d'autres, et c'est notamment le cas des emprunteurs qui voient la valeur réelle de leur dette baisser. Donc, par exemple, si vous avez emprunté pour acheter un logement à un taux d'intérêt fixe, en situation d'inflation, on peut imaginer que vous avez peut-être bénéficié d'une hausse de votre rémunération, de votre salaire, et donc votre capacité de remboursement va augmenter alors que vos mensualités ne changent pas. Et il en va de même pour les entreprises qui se sont endettées ou pour les États qui peuvent voir baisser le fameux ratio de la dette publique sur le PIB. Et alors, d'autres gagnants, enfin, c'est les entreprises qui ont un fort pouvoir de fixation de leurs prix et qui peuvent maintenir leurs marges, voire les augmenter. Et ces dernières années, les groupes agroalimentaires et le secteur de la grande distribution ont été visés dans le débat public. Un rapport d'information du Sénat en 2022 relevait des pratiques contestables de la part de certains distributeurs, comme le fait d'augmenter les prix dans les rayons sans même que le tarif d'achat ait augmenté. Et donc voilà, on peut aussi considérer que certaines entreprises peuvent être gagnantes de ce point de vue-là. Laurent, si je peux me permettre, là, sur les gagnants, vous avez signalé les emprunteurs, ce qui est tout à fait vrai, puisqu'ils acquièrent des biens immobiliers avec un taux d'intérêt, enfin, ils vont payer moins cher dans la durée avec de l'inflation, leur crédit, ça c'est évident. Mais par contre, la question que je me posais, c'était, en contrepartie, il y a quand même aujourd'hui une décote des biens immobiliers qui est due justement à la hausse des taux, parce que les biens baissent un petit peu. Donc, est-ce que ces gains que vous signalez ne seraient pas en partie annulés, quoi? C'est un peu la question. Mais bon, ça se discute. Voilà. Si. Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont déjà emprunté et qui ont emprunté à un taux en plus assez bas pour ce qui est des années d'avant 2022. Et pour cela, en fait, la hausse des taux actuels n'a pas tellement d'impact. Et en fait, s'ils ont augmenté leurs revenus grâce à l'inflation, ils sont gagnants parce qu'en fait, ils ont toujours les mêmes mensualités. Alors, pour les emprunteurs qui arrivent sur le marché, l'effet n'est pas le même puisqu'ils doivent payer un taux d'intérêt plus élevé pour leurs emprunts. Et là, ce qu'il faut encore regarder, c'est le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt corrigé de l'inflation. Et si le taux d'intérêt augmente plus vite que l'inflation, alors là, vous avez raison, le gain en termes d'inflation sera annulé par la hausse des taux d'intérêt. Ok, merci beaucoup Laurent. Alors, si on regarde la slide suivante, on va juste faire un rapide détour historique pour parler des situations d'hyperinflation. Jusqu'ici, on a parlé d'inflation classique, mais il y a aussi des cas d'emballement qui conduisent à ce qu'on appelle l'hyperinflation que certains pays ont connu. Et le cas le plus emblématique, c'est sans doute celui de l'Allemagne au début des années 1920, jusqu'en 1923, où les prix pouvaient augmenter plusieurs fois dans la même journée. Et il y a des images célèbres comme celle qu'on voit, qui est celle d'Allemands qui achètent des produits du quotidien avec des brouettes de billets. Et donc, très rapidement, on peut énumérer quelques facteurs qui ont conduit à cette situation exceptionnelle. Un financement du déficit public par la création monétaire, un paiement des réparations de guerre qui était imposé par le traité de Versailles, aussi par l'émission de monnaie, ce qui a provoqué la chute du mark sur le marché des changes, et donc de l'inflation importée. Et puis en 1923, il y a eu l'occupation de la Ruhr par les armées françaises et belges. La Ruhr, qui est la principale région industrielle, ce qui a provoqué une grève des ouvriers allemands qui a été soutenue par le gouvernement. Et le gouvernement allemand a émis de la monnaie pour pouvoir payer les ouvriers. Donc, c'est mis en place une spirale de l'hyperinflation. Alors, ce qui est un peu,
une caractéristique de l'hyperinflation, c'est quand les consommateurs, dès qu'ils ont de l'argent dans les mains, ils cherchent à s'en débarrasser parce qu'ils savent que en fait, les billets qu'ils ont vont voir leur valeur péricliter dans les jours qui viennent. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent au plus vite des biens, souvent des biens durables, et donc ça renforce la hausse des prix, puisque ça crée aussi une tension sur les marchés, et la population perd toute confiance dans la monnaie. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Allemagne au début des années 1920, jusqu'à ce qu'en fin 1923, une nouvelle monnaie soit introduite, le Rentenmark, avec un contrôle strict sur les émissions de billets, ce qui a permis de juguler ce phénomène d'hyperinflation, mais qui a entraîné des conséquences durables, puisque en fait, il a entraîné un traumatisme collectif profond en Allemagne dans la population, une aversion durable et une crainte très très forte de l'inflation. Et de nombreuses années plus tard, lors de la construction de la zone euro, l'Allemagne a pesé pour que la stabilité des prix soit l'unique objectif de la Banque centrale européenne. Donc, ce n'est pas seulement l'histoire allemande, mais aussi notre histoire qui est marquée par cet épisode. Alors, dans la slide suivante, donc on va en arriver à cette question, est-ce que l'inflation peut être bonne pour l'économie? Et la réponse est oui. Et en fait, elle réside en partie dans la politique monétaire de nombreuses banques centrales, comme la Banque centrale européenne ou la Fed aux États-Unis, qui fixent une cible de 2% d'inflation. Donc on peut se demander, mais pourquoi 2% d'inflation? Et pourquoi une inflation modérée est-elle bonne pour l'économie? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une stabilité des prix? Alors, la première raison, c'est d'abord prévenir le risque de déflation. Alors, qu'est-ce que c'est que la déflation? C'est une situation où les prix baissent. Et en fait, la baisse des prix entraîne une baisse de l'activité. Et ça, c'est toujours le cas. Pourquoi? Parce que les consommateurs anticipent que la baisse des prix va durer et ils décident de reporter leurs achats. Ils se disent, voilà, demain, ce que je veux acheter coûtera moins cher, donc j'ai intérêt à attendre. Et un exemple de déflation, c'est la situation que le Japon a connue depuis les années 1990 jusqu'à une période récente et qui a été une période de stagnation de l'activité. Alors, un autre facteur positif d'une inflation modérée, c'est qu'elle pousse à consommer et elle incite à ne pas épargner de façon excessive. Pourquoi? Parce que c'est le mécanisme inverse de la déflation, c'est que si les prix de demain sont plus élevés que ceux d'aujourd'hui, j'ai pas intérêt à repousser mes achats, j'ai intérêt à consommer tout de suite, et donc c'est bon pour l'activité. Et ce qui est vrai pour les ménages est aussi vrai pour les entreprises avec l'investissement. Un autre facteur positif, c'est que l'inflation donne une flexibilité aux entreprises pour augmenter les salaires. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'inflation soit favorable aux emprunteurs, a aussi pour effet de stimuler la demande parce que en fait, ça va fluidifier les emprunts et donc ça peut aussi permettre de soutenir la demande. Alors, si on regarde la slide suivante, on va se demander comment on combat l'inflation quand on passe au-dessus de cette barre des 2%. Donc ça, c'est principalement le rôle des banques centrales et de la politique monétaire. Et en fait, l'objectif de la politique monétaire pour faire baisser l'inflation, ça va être de ralentir la demande. Et la Banque centrale a un levier pour le faire, pour y parvenir, c'est les taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels la Banque centrale rémunère les dépôts ou les emprunts des banques commerciales. Et donc, ce qui se passe, c'est que si donc la Banque centrale augmente ses taux directeurs, eh bien, le taux auquel les banques empruntent augmente et donc elles vont répercuter cette hausse sur les prêts qu'elles consentent aux ménages et aux entreprises et elles vont décourager les ménages et les entreprises d'engager des nouveaux prêts. Et donc, ça a pour effet de calmer la demande et donc de calmer la hausse des prix. Et donc, ce qui est aussi très important dans la politique de la Banque centrale, c'est de donner un signal. Et ce que font les dirigeants des banques centrales, c'est essayer d'avoir des discours très, très clairs. Alors, clair, c'est pas forcément le bon mot, mais d'avoir des discours, de montrer une détermination pour donner confiance aux agents économiques et orienter les anticipations. Alors, si on regarde la slide suivante, on voit que la Banque centrale européenne a changé complètement de politique au moment où l'inflation a repris fortement en Europe. Et donc, on voit à partir de 2022 les hausses
successives des taux d'intérêt, donc qui ont été très très nombreuses. Et on voit aussi que la Banque centrale a changé récemment sa politique, et là maintenant elle a engagé plutôt une baisse des taux d'intérêt, mais qui sont à un niveau beaucoup plus élevé qu'ils l'étaient précédemment. Alors, quels sont les effets de cette politique ? Dans son rapport annuel de 2023, qui a été publié en avril dernier, la présidente de la Banque centrale européenne, donc Christine Lagarde, se félicite de la baisse de l'inflation, qu'elle attribue non seulement à la politique monétaire de la BCE, mais aussi pour moitié, dit-elle, à la baisse des prix de l'énergie, sur laquelle la BCE n'a pas de prise. Alors la BCE, en fait, elle est face à un dilemme. Quand elle augmente ses taux d'intérêt, elle va à l'encontre de la croissance, et quand elle baisse ses taux, elle risque de faire repartir l'inflation. Donc voilà, c'est un équilibre qui est pas forcément évident à trouver. Donc pour conclure cette intervention, on peut revenir à la question initiale, faut-il avoir peur de l'inflation ? Est-ce que l'inflation est forcément une mauvaise chose pour l'économie ? Donc vous l'avez compris, non, si elle est modérée, au contraire, c'est une bonne chose pour l'économie. On a aujourd'hui, avec le mandat de la BCE, énormément de garde-fous pour que l'inflation reste contenue, à la fois dans son amplitude et dans sa durée. Mais on a vu que la lutte contre l'inflation pouvait rejaillir sur la croissance, et cela peut donc conduire à une autre question. Faut-il avoir peur des effets sur la croissance de la lutte contre l'inflation ? Merci beaucoup Laurent pour votre exposé très dense et riche. Donc je pense qu'il doit y avoir maintenant de nombreuses questions et je vais appeler tout de suite notre modérateur qui s'appelle Christophe. Christophe, je vais te demander de nous rejoindre sur scène. Merci à toi. Donc Christophe, il a l'ensemble des questions qui ont dû être posées pendant nos interventions et il va se faire, je pense, votre rapporteur pour nous poser les questions, et on va tâcher d'y répondre au mieux. À toi, Christophe. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci pour vos questions. Je vais les traiter par groupe. On va rester sur le sujet de Laurent et après, on reviendra sur les sujets plus spécifiques inhérents à l'association et à l'encre et à ses produits. La première question est posée par Pierre. Quelle est la relation entre inflation et prix des obligations ? Je suis désolé, je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation évidente entre l'inflation et le prix des obligations. Pierre, je suis désolé, je n'ai pas de réponse évidente à votre question, donc si vous le permettez, je reviendrai vers vous avec une réponse précise. Alors, une autre question de Ludovic, cette fois-ci. Est-ce qu'on pourra prétendre un jour à la fin d'une inflation en France ? Vous avez apporté une réponse, Laurent, mais... Alors, en fait, je pense que ce qui pourrait à nouveau arriver, c'est d'avoir des périodes d'inflation comme on a connu en 2022, parce que ça, il peut y avoir des phénomènes économiques qui le rendent inévitable. En revanche, la BCE a aujourd'hui des instruments qui permettent d'y faire face assez rapidement avec les taux. Il y a aussi d'autres instruments dont elle dispose. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'elle a réussi assez rapidement. Alors, il y a eu quand même un débat. Certains lui ont reproché d'avoir agi trop tard. Mais globalement, elle a quand même réussi assez rapidement à contenir le phénomène, même s'il n'y a pas eu seulement l'effet de la politique monétaire qui a joué, qui rentre en ligne de compte. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des garanties pour une fin de l'inflation, mais en revanche, il y a beaucoup de garanties pour éviter des dérapages durables des prix. Alors, une autre question de Philippe, toujours dans la même veine. L'indicateur de l'inflation n'est pas le même d'une zone économique à une autre. On peut vraiment faire une comparaison Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il y a un indicateur qui est dit harmonisé. Donc, l'INSEE a effectivement son propre indicateur qui est l'indice des prix à la consommation. Mais par exemple, au niveau de l'Union européenne, il y a un indicateur des prix harmonisé qui permet une comparaison précise entre tous les pays européens. Et donc là, c'est absolument les mêmes règles qui sont suivies pour chaque pays. Et donc, ça permet des comparaisons internationales. Oui, la question de Françoise s'ajoute un peu à celle-ci. Y a-t-il une disparité de perception de l'inflation selon les régions ? Alors, je pense que les effets dont j'ai parlé tout à l'heure peuvent être
sont assez globaux, sont assez répandus. Je pense qu'en particulier, ça a dû jouer aux États-Unis, c'est-à-dire quand on voit le poids que ça a eu dans les intentions de vote, alors que le rythme de l'inflation avait beaucoup diminué. Je pense que l'effet de base a joué parce que la perception de l'augmentation des prix, en fait, elle remonte à la hausse initiale en fait qui a eu lieu en 2022. Et même si à partir de 2023, le taux d'inflation a baissé, en fait, on partait d'une situation qui était déjà en forte hausse par rapport à ce qui s'est passé à partir de 2022. Et donc ça a eu un impact psychologique très très important. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans chaque pays. Donc je pense que toutes les disons les explications que j'ai énoncées tout à l'heure, qui peuvent expliquer ces décalages de perception entre l'inflation réelle et l'inflation ressentie, sont répandues et peuvent être les mêmes facteurs d'explication d'un pays à l'autre. Une question de Bernard. Donc, constate sur les graphiques que l'inflation baisse. En revanche, le niveau des prix, lui, ne régresse pas. Quelle est l'explication? Absolument. Alors, c'est tout à fait. Ça, c'est une très très bonne remarque. C'est que effectivement, l'inflation, ça mesure la variation des prix. Donc, tant que l'inflation n'est pas négative, le niveau des prix est stable ou augmente. Une inflation zéro, ça veut dire que le niveau des prix est stable. Le problème, c'est que si l'inflation est négative, on rentre dans une situation de déflation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette situation, c'est la grande crainte des économistes parce qu'en fait, les situations de déflation vont systématiquement de pair avec une récession. Et donc, on a à la fois une baisse des prix et une baisse de l'activité. Donc, c'est ce que cherchent à éviter tous les pays. Et dans la situation précédente, avant le regain d'inflation qu'on a connu, c'était aussi une crainte en Europe qu'on rentre dans un cycle déflationniste. Et c'est pour cette raison qu'à l'époque, la Banque centrale européenne avait une politique de taux d'intérêt très très faible pour au contraire essayer de soutenir l'activité, faire en sorte qu'il y ait le maximum d'emprunts qui soient consentis dans l'économie, à la fois aux ménages et aux entreprises, et que la demande soit suffisamment soutenue pour qu'on évite ce risque de déflation. Une question de Françoise. Peut-on continuer à épargner si l'inflation réduit la capacité à acheter les biens de consommation courante en l'absence de rattrapage des salaires et des pensions, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure? Bah oui, effectivement, c'est une question qui peut se poser. Maintenant, voilà, encore une fois, là, on a été face à un phénomène très temporaire. Donc, quand on dit, par exemple, que les épargnants ont effectivement été sans doute un petit peu lésés, lésés, c'est pas forcément le mot, mais disons défavorisés, au contraire, les emprunteurs ont été favorisés, ça a été quand même sur une période très courte. Il y a eu des interventions pour dire que c'était peut-être une solution au problème de la dette en France, mais finalement, ça n'a duré qu'un an. Donc, si effectivement le ratio de la dette sur le PIB s'est un tout petit peu redressé, si l'inflation y a contribué, ça a duré très très peu de temps. Donc, je pense qu'en fait, on peut effectivement, on pourrait répondre positif si on était face à une inflation dans la durée, mais comme c'est pas le cas, je pense que voilà, c'est quand même, il faut garder à l'esprit que c'est assez ponctuel. Alors, une question de Dominique concernant le Bitcoin. Mettrait-il fin au problème d'inflation ou de déflation? Alors là, je dois dire que ça, c'est une question. Je suis pas. Je suis pas sûr de voir le lien en fait et de voir en quoi ça pourrait avoir une incidence. En fait, l'inflation ne prend pas en compte les produits financiers parce qu'en fait, l'inflation prend en compte uniquement les produits de consommation de biens et services. Donc, tout ce qui est produits financiers n'est pas pris en compte dans les indices. Donc, la flambée du Bitcoin ou les variations du Bitcoin, je suis pas sûr qu'il y ait un lien évident avec l'inflation. Alors j'apporte une précision puisque Dominique vient de nous dire que le Bitcoin est limité en nombre, ce qui pourrait expliquer sa question. Ah oui, alors donc là, c'est en fait, on retrouve peut-être des mécanismes propres à l'inflation
sur les questions de demande et d'offre qui pourraient expliquer les variations du Bitcoin. Ça, c'est peut-être effectivement possible. Effectivement, le fait que les Bitcoins soient limités en nombre, ça favorise l'envolée des cours de cette crypto-monnaie, c'est sûr. Alors, nous avons une question de Marie-Louise, une question d'actualité qui est originaire des Antilles. Et donc, elle souhaiterait savoir, donc, souvent la population ne fait pas la différence entre la hausse et la baisse de l'inflation, car rien ne change. Pensez-vous que les choses changeront un jour? On revient un peu sur la question de tout à l'heure sur l'existence de l'inflation en France, est-elle perpétuelle ou... Donc, c'est une question qui concerne les Antilles ou d'une façon générale? Alors, je pense que c'est de façon générale. Effectivement, bon, dans les Antilles, il y a un mouvement il y a un mouvement en ce moment sur le coût de la vie, voilà. Et puis il y a effectivement des phénomènes de hausse des prix qui sont spécifiques, qui viennent d'une fiscalité particulière, qui viennent aussi d'une structure de marché particulière, et qui font qu'il peut y avoir aux Antilles une situation qui est effectivement différente de celle qu'on connaît dans l'Hexagone. Et donc la question, c'était sur la perception, c'est ça? Oui, sur la perception, la population ne fait pas la différence entre la hausse et la baisse de l'inflation, car il semblerait que rien ne change. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est la perception que la population, les gens ont sur l'inflation. Oui. Oui, effectivement, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir des écarts, mais en fait, des écarts entre l'inflation perçue et l'inflation mesurée. Donc, en fait, on analyse assez bien en fait ces écarts, et il y a quand même aussi une grande partie des écarts qui viennent du fait que l'inflation mesurée est une inflation moyenne, en fait. Donc, c'est le problème de toutes les moyennes, c'est que des situations particulières vont jamais se refléter dans des moyennes, ou très rarement, en fait. On se reconnaît pas forcément. C'est-à-dire que le panier moyen de l'INSEE, par exemple, je disais qu'il y avait 3,8%, que la voiture représentait 3,8%, le carburant 3,8%. Donc ça fait un peu plus de 7% au total. Pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, dans son panier de consommation à lui, c'est 0% en fait. Donc il y a énormément de différences d'une situation à l'autre. Alors après, j'ai deux questions qui touchent plus particulièrement les produits Allianz, mais je vais déjà répondre à Jean-Claude qui demande s'il y aura un replay de cette conférence. Oui, on va vous adresser le replay. Avant la fin de la semaine, vous aurez le replay et la présentation intégrale. Alors, il y a une question plus particulière sur un contrat Active for Life. Je propose, Michel, qu'on vous réponde directement, puisque voilà, la réponse nécessite un peu de temps, et je ne veux pas que vous soyez frustrés sur la réponse qu'on va vous apporter ou que Bernard pourrait vous apporter. Donc, j'ai bien noté la question et on va vous répondre en direct, par mail, je veux dire. Et si vous avez besoin de précision, bien évidemment, on pourra vous recontacter. Alors, Christine nous disait plus en amont qu'elle a lu dans une revue que l'absence de revalorisation des seuils de l'assurance vie depuis 25 ans alourdit en cachette la facture fiscale des assurés et leurs bénéficiaires et les héritiers sont pénalisés de ce fait. Qu'en pensez-vous? Alors peut-être que c'est Bernard qui peut répondre. Oui, je peux. Enfin, on peut faire un duo avec Laurent. Moi perso, je confirme effectivement ce que dit donc notre adhérente, puisqu'elle a raison. Depuis 98, il n'y a pas eu de revalorisation des seuils, donc c'est quand même 26 ans. Ouais, je pense que c'est 26 ans. Donc il y a eu de l'inflation. Là, Laurent, peut-être que vous pouvez nous donner le taux d'inflation depuis 98, mais bon, il n'est pas phénoménal, mais enfin il y en a eu quand même pas mal. Comme les seuils n'ont pas bougé, il est clair que effectivement, petit à petit, l'avantage fiscal, il se réduit quelque part, doucement mais sûrement, quoi. Donc, à l'heure qu'il est, bien entendu, les organismes que nous représentons, mais également la FEDER, dont je vous ai parlé dans l'intervention, nous faisons part de cela
aux instances, on va dire, gouvernementales, enfin économiques, par le Trésor, nous leur expliquons ces choses-là. Bien entendu, ils écoutent. Maintenant, est-ce que nous sommes absolument persuadés qu'ils vont agir? C'est difficile parce que, comme vous l'avez aussi vu et lu sûrement, vous savez qu'on a pas mal d'endettement, hein, et qu'actuellement on est en train de créer, je dirais, la réflexion pour trouver des solutions pour le budget. Donc c'est pas forcément une période aisée pour dire revalorisons les seuils. Mais bien sûr que nous sommes conscients, nous, de cela, que nous allons porter la parole, nous la portons en tout cas la parole quand on peut le faire et on le fait. Après, voilà, est-ce que nous serons entendus? Je l'espère, mais je ne peux pas l'assurer de manière absolue, quoi, voilà. Mais vous avez absolument raison, c'est une très bonne question qui, effectivement, voilà, petit à petit, les seuils n'étant pas revalorisés. Maintenant, c'est toujours intéressant quand même d'avoir ces 152 500 euros, je le rappelle au cas où, par enfant. Donc, c'est quand même, enfin, en ligne directe, hein, je précise bien. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Mais après, c'est vrai que petit à petit, votre question est tout à fait pertinente. Ça se réduit doucement et nous en avons conscience. Je voulais expliquer. Voilà. Alors, une question d'Olivier qui demandait quand est-ce qu'on voit les rendements des fonds monétaires et des fonds en euros. Alors, c'était pas effectivement l'objet de cet échange aujourd'hui. En revanche, j'ai noté exactement votre demande et on pourra faire une visioconférence puisque à la fin de l'année, on est en train de réfléchir sur les visioconférences de l'année prochaine. Donc, cette proposition sera ajoutée à celle qu'on a déjà reçue. Par ailleurs dans les autres visioconférences. Eh bien, je crois... il y a juste une petite question personnelle de Marie-Louise qui demande si elle peut obtenir une attestation pour la participation à cette visioconférence. Bien évidemment, on pourra vous envoyer une attestation précisant que vous l'avez suivie de bout en bout. Merci, en tout cas. Bon, est-ce qu'on a fait le tour je vais vous laisser la parole pour la fin. Merci Christophe. De rester avec nous. Hein. Écoutez, pour terminer, il n'y a pas 50 choses à vous dire. Hein. C'est simplement un grand merci à toutes et à tous. Bien évidemment, je remercie à nouveau Laurent Mauriac d'être ce soir notre invité pour participer à cette visioconférence très intéressante. Donc, merci encore Laurent pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous qui avez suivi avec attention, je pense, cette visioconférence. Il n'y en aura pas de nouvelles cette année, en tout cas, puisque nous arrivons bientôt à la fin de l'exercice 2024. Donc, je vais pas vous dire, voilà, rendez-vous à la prochaine, je le dirai une autre fois. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en aura d'autres, évidemment, dès début 2025. Nous sommes en train de préparer tout ça, le programme 2025. Christophe vous en a touché un petit mot. On réfléchit au sujet pour vous en parler. Donc, pour terminer, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'est bientôt, même si on est un peu en avance, mais c'est dans un mois, grosso modo. Et puis, je vous dis une excellente soirée ce soir. Et puis, merci encore et à bientôt. Au revoir.